Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Mardi 13 septembre, Massa Amini, 22 ans, était arrêté par la police des mœurs iraniennes pour avoir mal mis son voile. Plongée dans le coma à sa sortie du commissariat, elle décédera 3 jours plus tard. Alors que sa région natale du Kurdistan, mais aussi de grandes villes comme Téhéran s'embrasent depuis quelques jours pour protester contre les abus du pouvoir du régime, de nombreuses femmes se filment en tête de cortège, brûlant leur voile et mettant au défi les autorités. La nouvelle révolution iranienne serait-elle enfin celle des femmes? Bonjour Clément Terme. Bonjour. Vous êtes en duplex avec nous, vous êtes chercheur associé à l'Institut international d'études iraniennes, chargé de cours à l'université Paul Valéry de Montpellier. On vous doit notamment L'Iran et ses rivaux entre nations et révolution, paru en 2020 aux éditions Passé Composé. Et puis dans ce studio, Azadeh Kian, bonjour. Bonjour. Vous êtes franco-iranienne, professeure de sociologie, directrice du département de sciences sociales et du centre d'enseignement de documentation et de recherche pour les études féministes à l'université de Paris-Cité. On va parler avec vous dans quelques instants de la place des femmes dans ce nouveau mouvement de contestation qui touche l'Iran. Mais tout d'abord, Azadeh Khan, que sait-on sur ce qui se passe en Iran? Quelles sont les informations dont vous disposez? Écoutez, les manifestations de colère s'étendent à de nombreuses villes iraniennes, y compris même à la ville sainte de Rome, où les jeunes en particulier descendent dans la rue pour protester contre l'abus de pouvoir du régime et des forces de coercition du régime, dont la police des mœurs. Les mécontentements sont grands et en fait, l'assassinat de Massa Amini a mis le feu aux poudres, mais dans un contexte de tension déjà grande. Il ne faut pas oublier que les Iraniens subissent une crise économique de plus en plus grande, où selon les chiffres officiels, par exemple du ministère du Travail iranien, plus de 40% de la population vivent sous le seuil de pauvreté. D'ailleurs, on sait que le chiffre est encore plus grand en réalité, que 50% des jeunes diplômés se trouvent au chômage, donc dont beaucoup d'ailleurs sont descendus dans la rue. En ce qui concerne les femmes, et même si depuis les 43 dernières années, elles ont perdu une bonne partie de leurs droits, mais aujourd'hui, avec le gouvernement actuel de Raïssi, on constate que les inégalités entre les hommes et les femmes se creusent, non seulement dans les lois, mais également dans l'application et dans la mise en œuvre en fait des lois qui sont renforcées sous le gouvernement de Raïssi, qui représente en fait l'aile dure du régime. À cela s'ajoute le fait que depuis l'année dernière, les trois pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont aux mains des ultras. Donc, si On vous parle voulez... de talibanisation du régime? J'ai parlé de talibanisation du régime et je peux vous donner de nombreux exemples, dont la dernière preuve, c'est l'assassinat de Massa Amini, les exactions commises par la police des mœurs depuis en particulier l'arrivée au pouvoir de Raïssi, puisque auparavant cette police existait aussi, mais était, disons, entre guillemets, moins violente qu'aujourd'hui, puisque le gouvernement leur aura donné la carte blanche pour, si vous voulez, réprimer toute désobéissance des femmes par rapport à cette loi. J'ajouterais que, de toute façon, les inégalités entre les hommes et les femmes, à mon sens, se trouvent au fondement du régime islamique d'Iran. Et pas seulement en Iran, mais si vous regardez les islamistes, qu'est-ce qu'ils revendiquent et qu'est-ce qu'ils demandent et qu'est-ce qu'ils introduisent comme changement quand ils arrivent au pouvoir, et même quand ils sont dans l'opposition, c'est de changer le code civil, c'est de changer justement les droits des femmes et le droit familial pour les faire correspondre à ce qu'il appelle les lois islamiques. D'un côté, et en Iran aussi, le code pénal a changé depuis la révolution, et donc selon le code pénal actuel, donc la vie d'une femme vaut la moitié de la vie d'un homme, par exemple. Donc énormément d'abus, à la fois dans la constitution iranienne, à la fois dans le code civil et dans l'ensemble des lois. Donc ce, depuis le début de la révolution, sauf que selon différents gouvernements, il y a effectivement l'application de ces lois qui a été
plus ou moins, je veux dire, différentes. Aujourd'hui, effectivement, on constate la recrudescence de cette violence d'État contre les femmes. Clément Terme, comment expliquer le durcissement du régime? Il arrive à un moment où, le pouvoir a des difficultés en interne, à l'externe, à l'international. Que se passe-t-il pour le pouvoir iranien? Oui, il doit gérer des mécontentements différents. Azadekian a parlé de la situation économique qui est très Mmh. défavorable. Il y a aussi ce coût, si vous voulez, idéologique et cette désaffection de la majorité de la population pour l'idéologie islamiste qui est au pouvoir depuis 1979, puisque cette question du voile imposé aux femmes est une question identitaire pour la République Mmh. islamique. Et jusqu'à présent, elle arrivait par la fragmentation du corps social et la mobilisation de clientèle qui, soit par conviction ou par opportunisme, relayait le discours officiel sur l'obligation du port du voile. Et donc on voit avec cette police des mœurs qui était très active dans les rues de l'Iran. Finalement, ce n'est plus accepté aujourd'hui et on voit monter, si vous voulez, une contestation qui est désormais visible, mais elle était souterraine. Il ne faut pas s'imaginer que ce surgissement apparaît comme ça à partir de rien. Il y avait vraiment un mécontentement très fort, mais c'est le passage à la violence, le passage au désespoir qui fait que finalement, aujourd'hui, ces manifestants sont prêts à prendre tous ces risques, il faut souligner. Mais En on fait, a les souvent, risques qui sont Clément pris Terme, aujourd'hui par les manifestants dans les rues iraniennes. on a souvent relié la manière dont le pouvoir iranien, pas seulement le pouvoir iranien, mais là, il est question de celui-ci, dont le pouvoir iranien utilisait les signes de fermeture intérieure pour répondre finalement à un marasme, notamment à l'échelle internationale. Et il y a les discussions sur le nucléaire iranien. Apparemment, l'Iran aujourd'hui n'est pas en position de force. Est-ce que ces événements peuvent être reliés? Non, puisque c'était un mouvement qui apparaît comme spontané. Le président iranien, dans une interview avec CBS, Je le parle de président la Raisi, fermeture du régime, je parle de son durcissement. oui, non, non, il y a pas de lien forcément avec la situation internationale. Il dit que les femmes et les filles de l'Iran respectent le hijab de façon spontanée, mais elles sont en train de montrer aujourd'hui, les manifestants et les manifestants en Iran, qui ne veulent pas cet ordre islamiste. Donc c'est un événement qui est imprévu. Cette répression qui est consécutive à la mort de cette jeune fille n'a pas été anticipée par le régime. Après, bien sûr que dans des phases de tension à l'extérieur, le régime se nourrit des crises internationales pour réprimer à l'intérieur. Voilà, Et donc, il c'était à a ça que je faisais accusé, si vous référence. voulez, les manifestants d'être liés avec des puissances internationales. Mais ça, c'est pour la propagande et pour justifier la répression a posteriori. Mais si vous voulez, le climat de mécontentement et l'expression du mécontentement est lié à des causes exclusivement internes. Azadekian. Oui, moi je pense que, avec le gouvernement de Monsieur Raïssi, on constate le rapprochement de plus en plus grand entre l'Iran, la Russie et la Chine. Donc, les 2 pays, donc de puissance, régionale et internationale, qui ne sont pas, connus pour être, démocratiques et je pense que, ça fait quand même une différence, entre le gouvernement actuel et les gouvernements précédents, en particulier Rouhani qui était plutôt pro-européen, qui essayait plutôt de s'entendre avec l'Europe sur le dossier du nucléaire et qui a une autre vision du monde, je pense, même si lui-même il est enturbané. D'ailleurs, on a constaté que le guide ne l'a pas renouvelé au sein de ce conseil important en Iran, dont les membres sont nommés par le guide, le conseil de discernement des intérêts supérieurs du régime. Donc, effectivement, ce rapprochement qui date de très récemment, qui est lié en partie au dossier nucléaire iranien, a fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que même les Européens n'ont absolument aucun moyen de faire pression Mmh. sur le gouvernement iranien, alors que lorsque, je me rappelle de l'époque de Khatami dans les années 2000, voire même Rouhani dans les années 2013 jusqu'en 2017, l'Europe avait quand même plus ou moins des moyens de faire pression à travers des négociations sur les questions aussi des droits humains. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Quand vous parlez de talibanisation du régime, cela correspond aussi à cette fermeture-là.
Absolument, c'est-à-dire que et c'est ça qui a fait, déborder le vase, si vous voulez, avec, l'assassinat de Mahsa Amini, c'est que, les Iraniens ont l'impression d'être, pris en étau à la fois d'une crise économique grande, de la pauvreté de plus en plus grande qui a aussi, touché les classes moyennes qui n'arrivent plus vraiment à vivre, comme avant et en même temps, les gens n'ont plus de liberté. C'est-à-dire qu'ils peuvent même pas sortir, se vêtir ou, voilà, dans la rue, notamment dans des grandes villes qui sont très surveillées. Donc effectivement, c'est un ensemble et talibanisation passe surtout par la surveillance des femmes, de leur comportement, de leur corps, de leur présence active dans la sphère publique et l'espace public. Et c'est ça qui est en train de se passer. Mais fort heureusement, l'Iran, enfin les Iraniens, Iraniennes en particulier, résistent, puisque je vous rappelle que le mouvement des femmes en Iran remonte au début du XXe siècle. Azadeh Kian, l'autre facteur sur lequel j'aimerais avoir vos éclairages, c'est également le fait que cette jeune femme est kurde, Mhm, mhm. était kurde, hélas. Peut-être faut-il rappeler la situation des Kurdes du Kurdistan iranien. Absolument, mais pas seulement des Kurdes de Kurdistan. J'ai beaucoup travaillé aussi sur les minorités ethniques et religieuses de l'Iran. Les Baloutches, les Kurdes, les Turkmènes, et cetera, sont sunnites, et donc les Kurdes sont en majorité écrasante sunnite. Or, le pouvoir, iranien est un pouvoir chiite. C'est pas un État islamique, c'est un État chiite en réalité. Donc, ce qui fait que les minorités sunnites déjà ou des minorités chrétiennes, juives, zoroastriennes, mais également les Bahaïs, qui ne sont même pas reconnus en Iran, eh bien, sont effectivement, n'ont pas absolument pas les mêmes droits que les chiites, si vous voulez. Et on sait que les régions sunnites sont très, très discriminées. Donc, les Kurdes sont très politisés, à la fois les hommes et les femmes kurdes. On a fait une enquête en Iran qui le montre très bien. Même les femmes qui sont analphabètes kurdes sont très politisés. Donc effectivement, et ça c'est lié à leur histoire, il ne faut pas oublier que les Kurdes sont divisés en 4 pays, l'Iran, la Turquie, l'Irak et la Syrie. Et donc il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup quand même de communication et d'interaction, notamment entre les Kurdes iraniens et les Kurdes irakiens qui aujourd'hui sont autonomes. Donc tout ça, si vous voulez, influe sur la politisation et sur les revendications, mais les Kurdes demandent à ne pas être discriminés parce que sunnites ou parce que non perses. Et donc, c'est tout ça qui se passe actuellement dans ce pays et le pouvoir qui, effectivement, ne prête aucune attention à ces revendications, puisque les régions qui sont habitées par les minorités ethniques et surtout religieuses, c'est-à-dire les sunnites en particulier, sont les régions les plus sous-développées aussi du pays. Clément Terme, peut-être sur la question kurde et notamment sur la manière dont celle-ci se pose en Iran. Oui, je pense pas parce que ce soit le sujet principal de ces événements, puisque l'arrestation a eu lieu à Téhéran. Donc, elle n'a pas été arrêtée en tant que kurde ou en tant que sunnite au début. Après, il y a eu des effets dans sa province, dans son village natal. Oui, Mais encore une fois, je c'est pense de qu'il faut cette faire manière-là attention. dont les Kurdes en Iran perçoivent la question, effectivement. Oui, dans sa province, mais du point de vue du régime, en fait, la question des femmes n'est pas liée, si vous voulez, à l'appartenance à une minorité ethnique. La brigade des mœurs arrête tout aussi bien les Baloutches, les Kurdes que les Iraniens d'origine. Donc on est vraiment dans un problème idéologique, et je pense que la demande de changement, c'est Mhm. une demande de changement de régime par le bas. Donc on voit les symboles du pouvoir qui sont attaqués, tout aussi bien par les Kurdes que par les habitants de Téhéran, que les habitants de Sari au nord, et que par les habitants de Rasht, par exemple. Donc il n'y a pas si vous voulez, de dimension ethnique dans cette Non, révolte. mais il se pourrait peut-être que les minorités ethniques que vous venez d'évoquer aient une observance religieuse ou une interprétation des codes différents de celle, je ne sais pas, des chiites. Oui, mais dans le cas du port du voile obligatoire, c'est une loi qui s'applique aussi aux chrétiens, par exemple. Donc il faut bien comprendre, dans l'espace public, vous êtes en république islamique, même si la religion officielle, c'est le schisme duodécimain, il n'y a pas une application de la loi qui pose problème, qui est l'aspect de contestation aujourd'hui. Donc Mhm. la question qui se pose, si vous voulez, c'est est-ce que, dans le cas du régime de la République islamique, est-ce que ce régime peut renoncer au port du Mhm. voile obligatoire
ou est-ce qu'il faut un changement de régime? Et je pense que malheureusement, il y a une perte d'espoir dans l'alternance entre les modérés et les conservateurs, et que cette revendication ne peut trouver un débouché que dans une évolution politique importante, parce que le régime est face à un choix, soit renoncer à son identité, Mhm. puisque ce port du voile obligatoire est à l'origine, depuis la Révolution, un élément d'affirmation de l'autorité du régime et du contrôle social sur la population. Donc ce n'est pas qu'un symbole, c'est un élément idéologique majeur, et aussi la question de la répression permanente. Parce qu'on le voit déjà à l'époque d'Ahmadinejad, entre 2005 et 2009, il y avait une multiplication des contrôles, Mhm. et il y avait des tensions assez fortes. Et donc ces humiliations successives de milliers de femmes quotidiennes, de manière quotidienne, a conduit à ce mouvement social actuel depuis 4 jours, et au slogan Femmes, par exemple, vie, liberté. Donc cette volonté de répondre au régime qui, lui, en fait, nie l'égalité homme-femme, fait un culte du martyr et empêche l'expression des libertés individuelles depuis 43 ans. Donc il propose un programme politique Mhm. qui est à l'opposé des préférences idéologiques du régime. Et donc, je ne vois pas comment, dans le cadre de ce régime-là, et ça n'a rien à voir avec la diversité ethnique du pays. Sous l'Ancien Régime, les femmes avaient beaucoup plus de droits, il y avait tout autant une diversité ethnique, et c'était la même population, si vous voulez, au niveau de sa composition. Donc c'est vraiment une question idéologique liée à l'existence même de la révolution et à l'idéologie léguée par l'ayatollah Khomeini. Azadeh Kian, le fait que le régime puisse ou non céder sur certains points, et notamment sur la question du voile, qu'en pensez-vous? Ben, écoutez, le régime islamique a sacralisé le voile et son port, qui a été rendu obligatoire dès le début de la Révolution, dès 1979. D'ailleurs, à cette époque-là, plusieurs milliers de femmes, dont moi-même, sont descendues dans la rue pour protester contre l'obligation du port du voile et contre les régressions imposées aux droits des femmes. Et donc, c'est au fondement, effectivement, idéologique du régime iranien, islamique d'Iran. Donc, je ne pense pas qu'ils puissent abolir cette loi qui rend obligatoire le port du voile, parce que ils en ont fait l'honneur de leur régime, si vous voulez, et le garant du sang des martyrs, etc. Donc, dans ce discours idéologique, le voile a vraiment une place de choix. Maintenant, ce que beaucoup de gens revendiquent aujourd'hui en Iran, y compris des ayatollahs, etc., c'est que on abolisse la structure de la police des mœurs, qui violente les femmes mal voilées, et que comme c'est dans la loi, c'est-à-dire on va garder la loi, mais on va demander par exemple seulement une amende aux femmes qui ne respecteraient pas le port du voile. Mais cela m'étonnerait fort que la loi elle-même soit abolie, parce que ça porterait atteinte au fondement donc idéologique du régime. Azadeh Kian, vous êtes sociologue. Clément Terme, vous êtes chercheur associé à l'Institut international d'études iraniennes. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer la situation en Iran, pour voir quels sont les différents scénarios possibles maintenant que les femmes et certains hommes aussi protestent contre le régime des mollahs. Vous serez rejoint par Fariba Ashtroudi, écrivaine et journaliste iranienne. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Vous l'a dit, mardi 13 septembre dernier, Mahsa Amini, 22 ans, était arrêtée par la police des mœurs iraniennes pour avoir mal mis son voile, plongé dans le coma. À la sortie du commissariat, elle décédera 3 jours plus tard, alors que sa région natale du Kurdistan, mais aussi de grandes villes comme Téhéran, s'embrassent depuis quelques jours pour protester contre les abus de pouvoir du régime. De nombreuses femmes aujourd'hui se filment en tête de cortège ou bien brûlent leur voile et mettent au défi les autorités. Pour évoquer les différents scénarios sur ce qui pourrait suivre en Iran, pour analyser cette société complexe et le pouvoir qui aujourd'hui se durcit, nous sommes en compagnie de la sociologue Azadeh Kian. Vous êtes professeure et directrice du département de sciences sociales et du centre d'enseignement de documentation et de recherche pour les études féministes à l'université Paris-Cité. Nous sommes en duplex avec Clément Terme, chercheur associé à l'Institut international d'études iraniennes. Et puis nous sommes également en duplex avec l'écrivaine et journaliste iranienne Fariba Ashtroudi. Bonjour. Bonjour.
Fariba Merci. Achtroudi, vous vivez en France depuis votre adolescence, mais vous avez beaucoup travaillé en tant que grand reporter sur votre pays natal, jusqu'à vous y infiltrer clandestinement en 1985, et vous écrivez depuis beaucoup sur l'histoire et la religion iranienne en tant que romancière. Je dois dire d'ailleurs que votre dernier roman s'intitule Ali, la parole défendue. Il a été publié aux éditions Éric Bonnier. Quel sentiment avez-vous par rapport à ce qui se passe en Iran? Oui, j'ai vécu ces 3 dernières années, en Iran. Je suis rentrée en Iran, avec beaucoup de difficultés, mais là, il ne s'agit pas de moi. De 2017 jusqu'à 2020, c'était précisément pour enregistrer l'association Mossel Ashroudi, qui est active en France depuis 95 sur le sol national, et pour la jeunesse iranienne, parce que mon père a dédié sa vie à la jeunesse iranienne. J'ai été très témoin des prémices de cette révolte, en fait, et j'ai pu voir l'évolution lors de mes voyages dans les coins les plus reculés de l'Iran. Un exemple, en 2017, quand je suis allée dans la ville d'Ardebil, dans l'Azerbaïdjan iranien, heu, il y avait très peu de jeunes femmes, en foulard. Elles étaient en Mhm. tchador. Là, en 2019, donc ça fait déjà quelques années, il y avait des jeunes femmes en foulard et des mèches qui dépassaient le foulard. Ça, c'est anecdotique, mais c'est pour vous donner, Mhm. le sentiment général de ce ras-le-bol. J'ai vu Donc un beaucoup, signe, beaucoup. pardonnez-moi que vous êtes en Je vous en duplex, prie. et donc c'est un signe pour vous de ras-le-bol, de révolte. Cela appartient à la tradition iranienne ou c'est quelque chose qui a été imposé par les mollahs en 79? Non, écoutez, c'est dans les en 79, ça a été imposé effectivement comme un diktat de la religion de l'État, comme Mhm. tout le reste d'ailleurs, comme toutes les lois de la charia. Mais effectivement, en Iran, il y a des croyantes qui portent le tchador, il y avait des croyantes qui portaient le foulard, il y avait, des croyantes qui ne portaient pas le foulard. Des croyantes laïques, ça existait, de Mhm. tout temps. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y avait ces signes-là, il y avait également les signes de conflit de génération, que je vivais personnellement. Moi, je ne portais pas le foulard en Iran et j'avais beaucoup, beaucoup de jeunes gens, qui venaient travailler à la maison pour justement l'association. On espérait beaucoup de choses et je me souviens un jour, une de mes filles adoptives, j'appelle mes enfants adoptifs, elle est venue en larmes en disant: «Ma belle-mère ne veut plus que je vous voie» parce que alors, sentiment de peur, la belle-mère, elle portait le chador. Déjà, elle, la fille, portait le foulard. Il y avait un mélange de sentiments de peur. Elle va t'entraîner, je ne sais pas, à la prison. Elle va t'entraîner dans la débauche, parce que je faisais pas mal de soirées à la maison avec des jeunes gens, des jeunes filles, pour parler de culture, pour parler notamment des jeunes étudiants de l'université de Téhéran avec qui je voulais monter une pièce de théâtre en langue française. C'était absolument formidable. Et cette jeune fille m'a dit, elle m'a interdit de venir, vous voir. Mon mari est mitigé. J'ai dû parler avec le mari, etc., etc. Troisième signe qui était très, très révélateur pour moi, c'est que une certaine base, je ne dis pas tout le monde, des forces coercitives n'y croyaient plus à ce régime, disons au diktat de ce régime, pas parce que eux-mêmes d'abord, ils sont détestés en Iran. Deuxièmement, ils voyaient à quel point les injustices sociales, euh, la disparité entre les multimilliardaires et la pauvreté qui devient généralisée en Iran était grande. Moi, j'habitais en face du poste de police de la milice des mœurs, qui est, alors, comme symbole, Mhm. l'avenue Khaled Eslamboli, qui est l'assassin de Sadat. Alors, personne ne l'appelle comme ça en Iran, parce que tout le monde déteste effectivement ces signes de terrorisme. Assassin de Sadat, il faut rappeler le président égyptien, les Absolument. circonstances de sa mort, donc tué alors qu'il signait un accord de paix, qu'il avait signé un accord de paix avec Israël. Totalement. Donc, moi, j'habitais en face, je passais tous les jours devant la milice des mœurs sans foulard. Et
je saluais les miliciens très poliment et je leur disais: «Ça ne passera pas, vous allez voir». Et il y avait des queues parfois, des gens qu'on avait des jeunes filles qu'on avait convoquées. Alors, privilège de l'âge, on me disait: «Passez madame». Heu, on ne m'a jamais arrêtée. On m'a 2, 3 fois arrêtée dans la rue en disant: «Mettez votre foulard», et c'est ça que je voulais vous dire. Et quand je discutais avec eux en leur disant: «Mais est-ce que vous pensez que les problèmes de ce pays, les problèmes économiques, les problèmes écologiques, les problèmes de liberté individuelle, c'est ma mèche de cheveux qui vont». Il y a une des miliciennes qui m'a dit: «Madame, je suis obligée». Alors je dis pas que toutes sont comme ça, hein, il y a des miliciennes qui tabassent les jeunes filles, mais je suis obligée. Je lui ai dit: «Je Mmh. mets le foulard et dès que vous allez partir, je vais l'enlever». Et notamment devant le poste de la milice des mœurs, en 2019, quand il y a eu des manifestations extrêmement violentes. Là, c'était pour vous vous souvenez, pour le carburant, le prix du carburant. Un jour, je suis passée devant, il y avait des mères de famille qui pleuraient, je me suis jointe à eux sans foulard. J'ai perdu les nerfs, je hurlais en Mmh. disant: «Arrêtez-moi, mais laissez les jeunes gens Mmh. sortir de». Je le faisais également de temps en temps, au nom de mon père. Mon père est très connu en Iran, c'était un grand scientifique extrêmement, respecté en Iran, et je leur disais: «Arrêtez-moi si vous voulez, mais laissez les jeunes gens passer. Les mères de famille sont en train de crever dans ce pays. Vous tuez impunément». Alors, une semaine après, je suis passée. Croyez-moi, il y a une des miliciennes qui est sortie, qui est venue, qui m'a je raconte ça, un jour je vais raconter toute mon expérience de ces 3 ans en Iran, qui est venue dans Mmh. une petite rue. Elle m'a dit: «Madame, moi évidemment je travaille dans l'administration au sein de la mi du poste de l'avenue Khaled Eslambouli. Mais croyez-moi, tous les soirs quand je rentre, j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Et oui, donc Mais que faire?» Et je leur ai dit: «Le jour où la peur changera de camp, mais essayez de changer de camp, essayez d'être du côté de la population». Alors, ce sont mon expérience personnelle en Iran, mais effectivement, je ne pensais pas qu'un jour, aussitôt, en 2019, à la fin de mon séjour, en 2020, pardonnez-moi, c'était juste l'été avant l'élection de M. Raïssi, je voyais beaucoup de jeunes filles et et donc vous ne j'étais pensiez heureuse, pas sans effectivement que foulard. les choses allaient, changer aussi vite. Azadeh Kian, vous qui avez beaucoup étudié la condition des femmes en Iran, vous avez d'ailleurs publié «Femmes et pouvoir en islam» aux éditions Michalon. Pendant un certain temps, le régime, les différents, présidents en Iran et les différents pouvoirs ont beaucoup communiqué sur le fait que les femmes avaient aujourd'hui, un rôle particulier en Iran, sur le fait qu'elles avaient accès à l'enseignement, par exemple. C'est quelque chose sur lequel, pardon, le pouvoir iranien a beaucoup communiqué. Écoutez, l'accès des femmes à l'enseignement, à l'éducation, est un fait, mais parce que, bah, après la Révolution, c'est vrai que les efforts entamés, sous le régime du Shah, de créer, par exemple, des écoles dans les villages, ont continué de plus belle, et il y avait même beaucoup de jeunes révolutionnaires qui, étaient volontaires pour aller enseigner, dans les villages. Donc c'est un fait que, aujourd'hui, parmi les jeunes, il y a quasiment tous les jeunes, c'est 94 qui, sont alphabétisés, et c'est vrai aussi que la majorité des étudiants dans les universités iraniennes sont des étudiantes, hein. Leur nombre s'élève à plus de près de 3 millions de filles. Mais le problème est que d'une part, il faut dire que jusqu'en 93, de nombreuses disciplines universitaires étaient interdites aux femmes, et donc c'est grâce à leur propre persévérance et résistance que finalement elles se sont imposées à l'université. Les Quelles étaient les filles. disciplines interdites aux femmes? Ben, le droit, beaucoup de branches de la médecine, Mmh. par exemple, hein, la gestion, par exemple, les sciences de l'ingénieur, ce genre de métier était de discipline, et aussi beaucoup de métiers, hein, étaient interdits aux femmes, sauf, pour,
servir la population féminine, par exemple la gynécologie, etc. Bon. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les femmes ont fait beaucoup d'avancées sur le plan de l'éducation, sauf que après la fin de leurs études, tout est là, et ça, c'est une politique gouvernementale pour empêcher les femmes d'accéder au marché de l'emploi. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une crise économique, il s'agit de dire les femmes sont mères et épouses avant tout et doivent regagner le foyer, doivent se marier très tôt. C'est ça qui se passe actuellement en Iran, d'ailleurs, sous le gouvernement de M. Raisi, c'est que le mariage précoce, c'est-à-dire le mariage des filles avant l'âge de 15 ans, est encouragé, qu'en 2021, les derniers chiffres que nous avons datent de 2021, il y a plus de 33 000 petites filles âgées de 10 à 14 ans qui se sont mariées. C'est la raison principale, c'est la pauvreté, bien sûr, on le sait. Mais en même temps, le gouvernement mène une politique d'encouragement de mariage des jeunes afin d'augmenter le taux de natalité qui aujourd'hui n'est que de 1,6 enfants par femme, c'est-à-dire moins important qu'en France. Il ne faut pas oublier que la population iranienne est une population urbanisée à 75%. Il y a tout ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'encore une fois, il s'agit d'une société devenue moderne. Je dirais dans son ensemble, j'ai fait beaucoup d'enquêtes aussi dans les villages reculés de l'Iran. Et là, il y a aussi des écoles. Effectivement, les filles vont à l'école, obtiennent une certaine autonomie vis-à-vis de leurs parents analphabètes, puisque les parents sont des dernières générations précédentes. Et donc, elles refusent, par exemple, de plus en plus le mariage arrangé ou forcé, etc. Il y a aussi en même temps tout ceci. En fait, ce sont les dynamiques sociales qui se passent dans cette société. À cela s'ajoute l'accès de plus en plus grand aux réseaux sociaux, donc l'ouverture de la société iranienne, malgré les filtrages par le gouvernement ou par l'État, quand même, donc l'accès à l'international. Et c'est ainsi qu'on sait, dès qu'ils manifestent en Iran, en temps réel, nous les voyons et nous savons ce qui se passe. Donc ce progrès technologique et technique a permis le renforcement aussi de la société civile iranienne, malgré la répression et les exactions commises par les forces de répression. Clément Terme, cela rappelle aussi d'autres manifestations, d'autres mouvements de contestation qui ont eu lieu en Iran. Peut-être un mot, une comparaison avec ce qui s'était déroulé en 2009 avec le mouvement vert. Oui, en 2009, c'était plutôt les classes moyennes. À l'époque, d'ailleurs, on discutait de la suppression de cette police des mœurs au moment de l'élection présidentielle, et l'élection avait été volée. Donc c'est peut-être la dernière chance qu'a eu le régime de supprimer cette police des mœurs et de gérer cette question de manière par la réforme, si vous voulez, sans passage à des manifestations contre et sans passage par la confrontation. Donc en 2009, c'était plutôt les classes moyennes, c'était la contestation du résultat des élections qui avait été volée effectivement par le guide suprême, les gardiens de la révolution, donc la force idéologique, les forces militaires, et par le président Ahmadinejad de l'époque, qui lui-même avait multiplié les contrôles sur les femmes. Ensuite, il y a eu les manifestations qui sont passées plutôt au niveau des classes populaires, liées au phénomène qu'on a bien décrit ce matin, je pense, de paupérisation. C'est-à-dire qu'il y a eu un appauvrissement du pays, un déclassement des classes moyennes. Et donc, on a vu ça à l'hiver 2017-2018. Et les dernières grandes manifestations, c'était en novembre 2019, avec plus de 1500 morts. Donc là, on est sur les premières grandes manifestations depuis 2019. C'est aussi la première fois que les universités en masse se mobilisent depuis ces dernières années. Donc on voit de nouveau un retour, si vous voulez, des acteurs de la société civile et d'un combat pour les droits. Parce qu'on était passé à des manifestations pour le pain, pour les droits économiques, contre l'inflation, contre la vie chère. Et donc là, cette fois-ci, le déclic, le déclenchement, si vous voulez, l'étincelle n'est pas liée à la situation économique, mais elle est liée à la situation inégalitaire. Donc on pourrait parler même d'un apartheid contre les femmes en République islamique. Donc ça déconstruit, si vous voulez, toute l'idée selon laquelle le voile aurait permis l'émancipation de certaines femmes en Iran. Et donc on voit au contraire que
c'est vraiment le symbole de l'inégalité homme-femme, et c'est un élément d'identité pour ce régime, mais une partie de la population ne l'acceptait pas déjà au moment de la Révolution, mais on voit dans les nouvelles générations une contestation de plus en plus grande, avec la volonté, par exemple, d'avoir du concubinage, d'avoir un petit copain, une petite copine, une volonté d'avoir une liberté dans l'espace privé, parce qu'il faut bien comprendre, la révolution islamique, l'ancien régime n'était pas une démocratie, mais il y avait quand même une liberté, le voile dans l'espace privé, le voile n'était pas obligatoire, et donc c'est quelque chose qui a été imposé depuis la fin des années 70. Donc il y a vraiment un phénomène, au lieu d'avoir réussi l'endoctrinement de la population, on voit au contraire l'échec idéologique d'un endoctrinement par le haut de la population, et au contraire, Et les nouvelles générations qui n'ont une pas connu l'ancien opposition régime sont les aujourd'hui plus véhémentes dans leur protestation assez... contre le voile obligatoire. Effectivement, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui à Zadekian. C'est absolument le cas, mais tout ça aussi dans le contexte, encore une fois, des revendications d'ordre économique, politique, culturel et social. Donc la question n'est pas seulement, les gens ne sont pas seulement dans la rue pour protester contre l'obligation de port du voile, mais tout ça se passe dans un contexte de marasme économique, de verrouillage du système politique, d'imposition d'une mainmise par le pouvoir sur une société moderne, des incompatibilités flagrantes entre les réalités sociales de l'Iran et un régime moyenâgeux, il faut le dire. Et donc, c'est ça aussi qui déclenche ce genre d'émeute, ce genre de mouvement plutôt, et qui fait que les gens descendent facilement dans la rue. Mais il y a un mais, c'est qu'il n'y a pas d'organisation. On sait que les mouvements sont spontanés et sporadiques. Il n'y a pas de parti politique indépendant, il n'y a pas de syndicat autonome. Donc les Iraniens contestataires n'ont pas les moyens, si vous voulez, de déclencher un mouvement social, si vous voulez, organisé. Raison pour laquelle ces émeutes, ces contestations continuent depuis de nombreuses années. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont été tuées, des milliers emprisonnés, mais finalement, ils n'arrivent pas à faire bouger le système politique. Alors, est-ce que cette fois-ci, ce pourrait être la bonne? Est-ce que ce pourrait être... Vous faites non de la tête. Écoutez, malheureusement, je dirais, faute d'alternatives politiques à l'heure actuelle, viables et fiables, je ne vois pas comment ces émeutes, comment ces contestations peuvent aboutir à un changement de Mais régime. le pouvoir n'est pas d'un bloc à Non, voilà, c'est Zadekian. ça. C'est ce que j'allais dire. Donc, changement de régime, non, mais changement de politique du régime, oui, d'autant qu'on est aussi en plein débat autour de la succession du guide Khamenei, que, comme Fariba Hashroudi l'a mentionné, une partie des forces de coercition ne sont pas d'accord non plus avec cette politique de violence inouïe qu'ils sont obligés d'exercer sur la société. Moi, j'ai eu par le passé de nombreuses discussions et enquêtes avec une partie donc, de ces personnes-là, y compris des pastarans, des gardiens, qui n'étaient pas d'accord. Mais donc tout ça fait que un changement de politique est aujourd'hui possible grâce à la pression sociale de la rue, je dirais. Fariba Ashtroudi, est-ce qu'il est Oui. possible aujourd'hui d'envisager que le pouvoir vacille? Quels sont les scénarios possibles selon vous? Je suis d'accord avec Rosodé. Malheureusement, il n'y a pas d'alternative. Néanmoins, elle a mentionné, c'est ce que je voulais dire également, c'est que, à mon avis, je vais aller un peu en arrière. Euh, Prendre un peu de recul et de dire pourquoi M. Khomeini a imposé M. Raïssi. M. Raïssi a été carrément imposé par Khomeini justement pour préparer sa succession. Un des slogans, c'est sur Mojtaba, Mojtamo, tu vas mourir mais tu ne vas pas voir le jour de ta guidance. Ils sont en train de préparer, ils voulaient préparer effectivement une succession héréditaire du guide suprême, alors que la société ne veut plus de guide suprême. D'ailleurs, comment M. Khamenei est devenu guide suprême? Le même scénario. Rafsanjani, feu Rafsanjani, a préparé Khamenei, qui n'était pas ayatollah, pour
succéder à Khomeini, alors que les grands ayatollahs osmans, ce qu'on appelle les grands ayatollahs, n'acceptaient pas Khamenei comme guide suprême. Donc effectivement, vous voyez, tout ça, Mmh. c'est lié. Ils savaient, quand je dis que la peur a changé de camp, c'est que Rouhani l'a dit à la fin de son mandat, il a dit: ben, vous allez voir ce qui va se passer. La peur avait déjà changé de camp, donc ils ont voulu prévenir au lieu de guérir. Il y a les gardiens de la révolution. Moi, la seule manière imaginable, je peux imaginer éventuellement un coup d'État militaire, parce que qui on cible Ah aujourd'hui? oui, c'est-à-dire que pour vous, Évidemment, la seule possibilité, effectivement, que vous retenez, Fariba Achoudi, c'est un coup d'État militaire possible. J'aimerais que l'on conclue sur cette situation en Iran, peut-être en évoquant d'un mot Fariba Adelka, qui Oui. est de retour en prison et qui aujourd'hui demeure condamné à une peine de 5 ans pour des motifs parfaitement obscurs à Zadekian. Oui, absolument. absolument. Fariba a été arrêtée donc en Iran, comme on le sait, emprisonnée, puis en résidence surveillée par la suite, alors même qu'elle n'était même pas opposante au régime. Il ne faut pas oublier ça, et que Fariba faisait ses recherches sur les écoles religieuses donc en Iran. À part Fariba, il y a d'autres Français qui sont détenus en Iran, et malheureusement, le président Macron n'a pas réussi encore à les faire libérer. Donc, effectivement, nous demandons la libération de l'ensemble des prisonniers politiques, et aussi les billes nationaux comme Fariba, par exemple. Merci Azadeh Kian pour cet appel. Femmes et pouvoir en islam, c'est votre livre publié aux éditions Michalon. Fariba Achoudi, merci pour votre intervention. Ali, La parole défendue, c'est votre livre publié aux éditions Éric Bonnier. Et enfin, Clément Terme, je rappelle L'Iran et ses rivaux entre nation et révolution, paru aux éditions Passé Composé.